Bonjour et bienvenue dans ma lecture suivie d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus. Nous arrivons au chapitre 7, qui est le dernier chapitre de la première partie, où l'on se retrouve après avoir appris l'effondrement de la montagne qui est tombée sur d'Herborance et que le village où sont restées notamment les femmes, est aussi appris que cette montagne s'était écroulée et qu'il y avait des gens peut-être dessous, et notamment Thérèse qui s'inquiète pour son mari Antoine, qui ne sait pas s'il a survécu ou pas. Et donc on est dans cette angoisse-là au début de ce chapitre 7, que je vais donc lire en entier, que je vais lire en essayant de commenter parfois ce que je lis, en essayant de ne pas trop bafouiller, parce que je ne vais pas faire de coupe dans la vidéo. Les choses viendront comme elles viennent, mais en essayant de retrouver aussi ce qui fait la force de ce livre-là. On a calculé plus tard que l'éboulement avait été de plus de 150 millions de pieds cubes. Ça fait du bruit, 150 millions de pieds cubes, quand ça vient en bas. Ça avait fait un grand bruit, et il avait été entendu de toute la vallée, qui a pourtant d'1 à 2 lieues de large et au moins 15 de long. On voit que les comptes ici sont faits en pieds et en lieues. À quoi ça correspond ? C'est assez difficile à le dire, mais c'est énorme. Ce chiffre de 150 millions est impressionnant, et le bruit sur lequel il est insisté ici doit être lui aussi tout à fait impressionnant. Seulement, on n'avait pas su tout de suite ce que ce bruit signifiait. Ça, on l'a vu déjà dans les chapitres précédents. On ne comprend pas, on croit à un orage, mais on se dit mais c'est bizarre, ça ne peut pas être un orage, qu'est-ce que c'est ? Et donc, là, on a des informations factuelles qui sont liées à ce qui s'est réellement passé à d'Herborance. Et effectivement, le bruit n'est pas un bruit qu'on a l'habitude d'entendre. Maintenant, on allait le savoir parce que la nouvelle allant très vite, bien qu'il n'y eût alors ni télégraphe, ni téléphone, ni automobile. C'est bientôt dit, on dit, c'est la montagne qui est tombée. C'est bientôt dit, on dit. Tout d'un coup, là, on a du discours direct. C'est la montagne qui est tombée. On entend une sorte d'écho. Les gens disent, ont compris, ils savent. Et même si on n'avait pas le télégraphe, ni encore moins Internet, en ce temps-là, eh bien, les choses se savent quand même vite. La nouvelle était arrivée presque aussi promptement à Premier qu'à Aïr, à cause du petit Dzosé. Il était debout à côté de la fontaine pendant qu'on lui lavait le sang qu'il avait sur la figure. Et sortant de sa bouche, la nouvelle accourut de maison en maison. Sa bouche toujours blanc et brillant au-dessus de vous dans le ciel qui est un peu recourbé et s'abaisse à votre rencontre comme la voûte d'une cave. Là-dessous, la nouvelle s'avance. Tout d'un coup, on a la description du lieu qui revient. La nouvelle s'avance comme une sorte de serpent qui, petit à petit, occupe toute la place. Elle a d'abord suivi le chemin, puis elle a quitté le chemin. Toujours ces répétitions chez Ramus qui créent à la fois cette impression d'une maladresse. Il ne fait pas ce qu'on demande souvent aux gens qui apprennent à écrire de faire. Utiliser des synonymes, chemin, on pourrait dire sentier, on pourrait dire d'autres choses. Non, il répète pour insister, pour donner ce rythme qui a une certaine monotonie, mais une monotonie un peu brusque, un peu simple aussi, qui est un langage qui pourrait ressembler à un langage populaire, mais qui est un langage néanmoins travaillé. Elle a suivi d'abord le chemin, puis elle a quitté le chemin. Elle court, donc elle, c'est la nouvelle. Cette métaphore de la nouvelle qui avance comme
quelqu'un ou quelque chose, un animal, on ne sait pas trop quoi. Elle court droit vers en bas, sautant par-dessus les haies. Un homme qui est en train de réparer le bis lève la tête. Qu'est-ce que c'est ? C'est la montagne. Quelle montagne ? Et alors les lézards qui se chauffent au soleil, allongés dans la pierraille, rentrent se cacher dans leurs trous. Terreur qui touche les animaux qui se cachent. Et alors les lézards qui se chauffent au soleil, allongés dans la pierraille, rentrent se cacher dans leurs trous. D'Herborance. C'est entre guillemets avec un point de suspension ici. D'Herborance. Avec toujours ce son de D'Herborance. Le mot chante doux, il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Et là, tout d'un coup, il sonne tragique, ce mot d'Herborance, même si on ne sait pas encore tout à fait ce qui s'est passé à d'Herborance quand on arrive ici, mais pour que les lézards eux-mêmes rentrent se cacher dans leurs trous, c'est que c'est grave. La nouvelle passe et va plus loin, s'acheminant vers la grande vallée qui se creuse là tout à coup, de deux couleurs entre les pins. La nouvelle dégringole à travers la côte raide et les vignes jusqu'au Rhône qui vous frappe soudain en pleine figure avec son feu blanc. Le feu du Rhône. L'eau qui prend feu ici. Là, il y a une bourgade où un médecin monte à cheval vers les 11 heures, ayant fixé derrière lui à sa selle la sacoche où sont ses instruments. Et avant midi, la nouvelle arrive au chef-lieu, où est le gouvernement, faisant un grand tumulte de voix dans les cafés. On y boit le joli muscat du pays, d'Herborance. Un vin presque brun, tant il est doré, un vin qui est chaud sous le palais avec un goût râpeux, tandis que son parfum vous monte dans le nez en arrière de la bouche. On disait, il paraît qu'il n'en reste pas un. Et les bêtes, pas une. Alors évidemment, c'est la rumeur dans les cafés avec l'effet du vin malaisant, ce vin presque brun, ce vin qui échauffe peut-être les conversations et qui exagère. Est-ce que vraiment il y a plus un homme vivant et plus une bête vivante ? On ne sait pas, on ne sait toujours rien finalement là-dessus. Ils venaient sur le pas des portes, levant la tête, mais le déplacement où ils étaient ici par rapport à la chaîne faisait qu'on ne pouvait rien voir, rien du tout. À peine tout là-haut vers l'ouest, une espèce de petit nuage grisâtre, transparent comme une mousseline qui était étendue à plat sur le ciel en arrière des rochers. On veut voir, mais forcément, on n'est pas au bon endroit pour voir. On est trop loin, on est trop au fond de la vallée. Jusque vers les 6 heures du soir, il n'y avait guère eu là-haut que les habitants de Zamperon, ceux du moins qui y étaient restés, c'est-à-dire bien peu de monde, car il n'était plus que 5 ou 6, dont une femme. Ils avaient mis paître leurs bêtes dans les alentours immédiats des chalets pour ne pas avoir à les surveiller. Et tout de suite, ils avaient empoigné, qui un marteau, qui une pioche, essayant de dégager une porte coincée, ou alors reclouant les lattes du toit. Donc on essaye quand même de sauver les gens, de les retrouver. C'est alors que 2 hommes d'Azinda s'étaient présentés. Ils avaient fait un long détour par les hauteurs pour éviter d'avoir à passer près de l'éboulement. Ils vinrent. Ils ne dirent rien d'abord. Ils vinrent et ils ne disaient rien. Toujours cette répétition qui ajoute au tragique. Ils vinrent. Ils ne dirent rien d'abord. Ils vinrent et ils ne disaient rien. Là, on les voit figés, comme des statues qui sont là, qui ne disent rien. Mais pourquoi sont-ils là ? Ils regardaient ceux de Zamperon qui ne disaient rien non plus. Ensuite, ils ont hoché la tête. Ces gens taiseux des montagnes, qui sont comme les montagnes, quasiment immobiles, qui vont juste hocher la tête, ils n'ont pas besoin de se parler. Ils vont quand même parler juste après. Et ils ont dit, eh bien, ceux de Zamperon ont dit oui. Et ils ont hoché la tête. On voit l'économie de parole qui est faite ici. Ah, disaient ceux d'Azinda, c'est un grand malheur.
Est-ce qu'il y en a qui ont pu se sauver? Un. Un? Ça va être déjà un de plus que le 0 de tout à l'heure. Rien qu'un. Et dans l'état où il est encore, on vient de le descendre. Ils ne se comprenaient qu'assez difficilement les uns les autres, parce qu'ils ne parlaient pas tout à fait le même patois. D'où, là aussi, la brièveté des paroles, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est très cloisonné dans ces lieux de montagne où les patois diffèrent, et on n'est pas loin de la frontière des langues. Les patois valaisons, franco-provençaux en fait, mais les patois alémaniques aussi dans le Haut-Valais. Donc la communication est compliquée par ces problèmes de langue. Pourtant ceux d'Azinda avaient repris. On venait voir si vous n'aviez pas besoin d'un coup de main. On pourrait vous envoyer une équipe. Mais ceux de Zamperon, oh, nous, vous voyez bien, non merci, on se tirera bien d'affaire tout seul, nous autres. Il montrait alors le creux d'Herborance. Et quant à ceux-là, ils ont laissé retomber leurs mains. Ils disent, ils n'ont plus besoin de personne. Ils se sont assis un moment tous ensemble sur un bout de mur au soleil, où ils se sont mis à boire l'eau de vie que ceux d'Azinda avaient apportée avec du linge dans un sac. Pendant ce temps, les Allemands du Sanetsch descendaient aussi aux nouvelles. Eux étaient suspendus les uns au-dessus des autres, comme à une échelle de corde dans les cheminées du porteur de bois. Cheminée du porteur de bois avec majuscule, ça doit être le lieu dit, le porteur de bois. Ces formes de montagne qui ont finalement des visages humains ou des silhouettes humaines, où ils étaient vus et n'étaient pas vus. Nous, ils étaient vus et n'étaient pas vus par qui? Par ceux d'Azinda et de Zamperon qui sont là. Mais avec ici ce passif, ils étaient vus et ils n'étaient pas vus, ils apparaissaient, ils disparaissaient, ils ne sont pas encore là. Ils s'approchent, mais il y a quelque chose dans l'image ici de flottant de ces personnages. Où ils étaient vus et n'étaient pas vus. Où ils étaient vus de nouveau. On me voit pas, parce qu'ils passent derrière les rochers, ils repassent devant, etc. Ici, selon que le nuage blanc qui flottait toujours contre les parois les découvrait ou se refermait sur eux. Alors, c'est pas tout à fait les rochers, c'est plutôt le nuage blanc. Est-ce qu'ils sont dans le soleil? Est-ce qu'ils sont dans le nuage? Et on a cette image flottante qui apparaît comme une sorte de fantôme qui arrive. Ils sont venus. Et eux, ils essayaient de se faire comprendre par gestes ne parlant que l'allemand. Ainsi, il y a eu les hommes de 3 pays qui ont été réunis un moment, buvant ensemble de l'eau de vie parce que d'Herborance est le point où les frontières des 3 pays se rencontrent. Ceux d'Azinda venant de l'ouest, ceux du Sanetsch du nord-est. Assis les uns à côté des autres, ils se passaient le gobelet, regardant en face d'eux, de l'autre côté du torrent, sur l'avancement de la montagne, la forêt de jeunes sapins qui avait été arrachée, et dont on voyait que tous les arbres avaient été couchés dans le même sens, c'est-à-dire du côté opposé au coup de vent, les uns tranchés au ras de terre, les autres cassés par le milieu, comme quand quelqu'un s'est essayé avec une mauvaise faux à faucher du blé par temps sec. Là, le bon sens paysan est renversé. On trouve la comparaison avec ce coup de faux, la mauvaise faux, par temps sec. Ça ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui, mais pour ces gens-là qui sont de 3 pays, mais de 3 pays qui sont en fait tout proches et qui ont les mêmes vies, eh bien, ça a du sens. Ils disaient quelque chose chacun dans sa langue. Et à ce moment, ils sont là ensemble. Ils boivent l'eau de vie ensemble. Chacun parle, mais rien n'est dit. Ils se passaient le gobelet. Ils regardaient vers le torrent. Ils voyaient que les grosses pierres qui garnissaient le fond de son lit
achevaient de sécher, laissant entre elles des mares pleines de silence. On retrouve le silence. Il y a eu le fracas épouvantable et il y a le silence. Et il y a ici un silence qui est aussi le silence des gens qui ne peuvent pas se parler parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc des mares pleines de silence, le silence qui occupe la nature elle-même. Des mares pleines de silence, et ces mares brillaient comme des verres de lunettes, peut-être comme les miens en ce moment, parce qu'il y a un peu de soleil à l'extérieur ici. La grande voix de l'eau s'est tue, qu'ils essayaient instinctivement de retrouver avec l'oreille, là où elle aurait dû être, et dans les airs où elle n'était plus, s'étonnant de ce nouveau silence, en même temps qu'ils y obéissaient. Un nouveau silence, ça n'est pas le silence ordinaire. Il n'y a plus l'eau qui coule. La nature est complètement bouleversée. Car ils s'étaient tus l'un après l'autre. Après quoi, ceux du Sanetch, comme ceux d'Azinda, s'en étaient retournés chez eux. Mais Aïr était plein de monde. Tout de suite, on y était monté de premier, où est la paroisse, le curé y compris, et beaucoup d'habitants. À son tour, peu après-midi, le médecin était arrivé sur son cheval blanc d'écume. Il y avait eu aussi le bras cassé. C'était un jeune homme d'une 20aine d'années, nommé Placide Felet. Il était assis dans une cuisine pendant que le médecin, s'étant procuré des planchettes et des bandes, lui réduisait sa fracture. 2 hommes le tenaient par les épaules et par les jambes. Le mort, lui, on a vu seulement qu'il était bien mort. Ce 23 juin. On retrouve la date qui a été déjà mentionnée à plusieurs reprises. Dès le début, ça commence par la date. C'était le 22 juin vers les 9h du soir. Et là, on est donc le lendemain. Ce 23 juin, on est au chapitre 7. On n'a passé qu'une seule nuit. On est vraiment dans du temps court, dans les 24 heures de la tragédie. Alors, ensuite, le temps s'étendra. Du temps passera. Mais ici, on reste au cœur du moment tragique. Et il y a le mort. Le mort, lui, on a vu seulement qu'il était bien mort. Ce 23 juin, on note la date de la mort. Date de la mort, 23 juin. Il arrivait toujours du monde. Le médecin s'est penché sur le lit où on avait couché Barthélemy pour écouter le cœur. Là où il y avait les battements du cœur, il n'y avait plus que du silence. Le silence, c'est donc la mort. On a apporté un miroir, on l'a mis devant la bouche de Barthélemy. La surface du miroir est restée aussi brillante qu'elle était, parce qu'on l'avait préalablement frotté sur le genou. Le médecin s'est redressé. Il a secoué la tête et... Je ne sais pas trop comment dire ces A, il y en avait déjà un dans un autre chapitre, H-A, A, 2A avec un point de suspension. De quoi s'agit-il ? Une longue plainte par 3 fois exhalée, reprise par 3 fois. Et elle s'entend jusque dans la rue où on s'arrête. C'est la femme de Barthélemy. Ça, c'est une phrase au discours direct avec un tiret. Cependant, la justice venait d'arriver, tandis que le médecin, avec 2 ou 3 hommes et un mulet chargé de provisions, se préparait à partir pour d'Herborance. Et alors on a interrogé Biola, mais il disait « Vous verrez bien ». Biola et l'outre qui était avec lui, et Biola, des pierres qui sont plus grosses que... Et là ça s'arrête, on ne sait même pas avec quoi comparer ceci. Les comparaisons sont très nombreuses, mais ici... Que quoi ? On ne trouve pas. Il montrait les maisons du village, où on trouve, mais on n'arrive pas à le dire, des pierres plus grosses que des maisons. 2 ou 3 fois plus grosses que nos édifices, et elles ont bouché le torrent
la lizerne. Elles ont passé par-dessus le pâturage. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en reste ? On lui disait, et Barthélemy ? Oh, lui, disait Biola, c'est que son chalet était un peu de côté et un peu au-dessus des autres. D'ailleurs, il a été pris dessous lui aussi, vous voyez, même qu'il aurait mieux valu pour lui, le pauvre, qu'il eût été tué du premier coup. Donc là, on voit qu'on a peu d'espoir pour les autres. On lui disait, ça en fait combien ? Il disait, ça en fait 19, 15 d'Aïr et 4 de premier. Et combien de bêtes ? Ma foi, a-t-il dit, au moins 150. Et puis les chèvres. Donc les bêtes, c'est les vaches, je pense. Mais comme le mulet était prêt, les hommes de l'expédition se sont mis en route sans plus tarder. Et c'est dans cette maison, dans cette autre, c'est ici et ici encore, et là et encore plus loin. Là-bas, on rit. Les gens disent que c'est la femme du mort qui rit parce qu'elle est devenue folle. Il passe maintenant tout le temps des gens pas connus de vous devant chez vous. À nouveau ce vous. Vous, c'est les habitants. Il s'arrête, il regarde, il secoue la tête. Toujours ce silence. Pas besoin de parler dans ces moments-là. Le vieux Jean Carupte, qui ne comprend pas bien ce qui arrive, continue à se promener. De temps en temps, il s'arrête lui aussi et il grogne quelque chose. Dans 10 et dans 12 maisons, le malheur, ici et ici encore, et là-bas. Vous voyez qu'on insiste, c'est ici, mais là aussi, ici encore, et là-bas. Le malheur se multiplie et on ne dit pas juste dans 10 ou 12 maisons, on dit ici, ici, là-bas. Tandis que le monde fait halte et regarde, et on entend des voix, des cris, des plaintes, plus rien. Le bruit, le silence, à nouveau. On entend rire et pleurer en même temps. L'éboulement de Derborance, un 23 juin, à nouveau la date fatale. Une dizaine de jours seulement après qu'ils y étaient montés. Évidemment, l'idée qui est derrière ici, c'est si ça s'était écoulé 10 jours plus tôt, il n'y aurait pas eu de mort. Ah, disait-on, s'ils avaient seulement attendu un peu, voyez. C'est bien de ceci dont il s'agit. Qu'est-ce que vous voulez, c'était le moment. Ils sont montés comme d'habitude. Moi, a-t-elle dit, je n'y crois pas à vos histoires. Qui est-ce elle qui parle ? On va retrouver ici Thérèse, dont le mari, dont elle attend un enfant, Marie, elle vient de se marier, était là-haut. Elle n'y croit pas. Elle garde un espoir. On avait obligé Thérèse à se recoucher. Il y avait près d'elle sa mère et sa tante. À tout moment, on heurtait à la porte. « Oh, disait Catherine au monde qui heurtait. Oh, n'entrez pas, s'il vous plaît, n'entrez pas. Il vaut mieux la laisser tranquille. » Et le monde qui passe devant la maison, là aussi, oui, ils étaient deux, un frère et un mari. Le frère de la mère, le mari de la femme. Antoine Pont, et puis Séraphin Carupte. Ça, c'est les deux personnages qu'on voyait dès le tout début, Antoine et Séraphin. Ainsi, les morts étaient nommés par leur nom et peu à peu ils étaient dénombrés. Pendant qu'on voyait dans le haut de l'escalier, quand on ouvrait la porte, le reflet d'un grand feu qui brûlait sur le foyer de la cuisine. Il paraît qu'elle attendait un enfant. Voilà la rumeur qui parle. Il paraît qu'elle attendait un enfant. Nous, on le sait déjà puisque elle l'a appris. Mais tout d'un coup, les gens parlent.
pour accentuer évidemment le malheur. Il paraît qu'elle attendait un enfant, mais cet enfant n'aura pas de père. On voyait que de l'eau chauffait dans la marmite qui était suspendue à la crémaillère, et elle, dans son lit. Voyons, est-ce que ça tombe comme ça, une montagne? Vous me faites rire. Voyez le déni ici. Le déni des catastrophes naturelles, le déni, pas encore le déni climatique, mais pas loin. Elle s'agitait. Comme on pensait qu'elle devait avoir de la fièvre, on lui avait mis une compresse d'eau fraîche sur le front. Si les montagnes tombent comme ça, qu'est-ce que nous allons faire, nous? On n'en manque pas de montagnes ici. Elle disait: ôtez-moi cette compresse. Alors Philomène ravalant ses larmes. Oh, s'il te plaît, Thérèse, s'il te plaît. Et Thérèse, laissez-moi tranquille, je vais bien. Oh, ce n'est pas seulement de toi qu'il s'agit. De qui? Elle ne bouge plus. Elle réfléchit. Tout à coup, elle demande: qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le monde. Elle a dit: quel monde? Les gens qui viennent au renseignement. Même dans ces lieux éloignés de tout, on vient au renseignement. Pas encore tout à fait des journalistes, pas encore tout à fait ceux qui veulent colporter les nouvelles croustillantes ou les nouvelles dramatiques, mais on vient au renseignement, on va voir ce qui se passe dans les familles de ceux qu'on annonce déjà comme morts, même si on ne les a pas encore retrouvés. Oh, alors a-t-elle dit, c'est que c'est vrai? C'est vrai puisqu'il y a du monde. La montagne. Oh, a-t-elle dit à sa mère: et toi, est-ce que tu crois qu'il est mort? On ne sait pas encore. Il faut attendre, on ne sait rien. Ils viennent seulement de partir. Qui? Le médecin et la justice. C'est drôle ce terme, la justice. C'est qui exactement la justice ici? Bon. Ah, a-t-elle dit, il faut attendre jusqu'à quand? Jusqu'à demain ou après-demain. On te promet qu'on te dira tout. Oh, a-t-elle dit, c'est pas la peine? Elle a dit, pourquoi est-ce qu'il se dérange? Elle dit, à nouveau, c'est elle a dit et il dit, qui sont un peu des chevilles généralement un peu lourdes dans l'écriture, mais ici, elle dit, on change de ton. On utilise quelque chose de tout simple, elle dit, on ne va pas utiliser des termes, des synonymes comme auparavant, on va dire tout simplement, mais on varie le temps, ce qui crée une sorte de déséquilibre, on ne sait pas trop où on en est. Elle dit, et moi, est-ce que je ne pourrais pas monter avec eux? Elle s'est assise sur son lit pendant que les deux femmes accourent, l'ayant prise chacune par une épaule et l'obligent à se recoucher. À quoi est-ce que tu pourrais bien servir là-haut, ma pauvre fille? Il n'y a qu'à attendre, vois-tu. Fais comme nous, car qu'est-ce que nous pouvons faire? Je te demande un peu. Ah oui, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous autres, ma pauvre fille? Parmi les larmes qui lui coulaient le long des joues. Et il te faut aussi penser à lui. Qui? Lui le petit, s'il doit venir. Bon. Voilà la dernière parole, pour l'instant, de Thérèse. Bon. Elle ne sait pas quoi dire. Elle se laisse faire, elle se laisse aller en arrière, elle est de nouveau toute tranquille sur son oreiller. Elle a croisé les mains sur le drap. Presque dans la position des morts ici, hein, les mains croisées sur le drap. Les montagnes vont bientôt devenir roses. Les montagnes nous tombent dessus. Ces montagnes qui, dans les chapitres précédents, semblaient une sorte de guirlande qui volait au crépuscule. C'est beau à voir, mais c'est méchant. Elle a dit, et si j'ai un enfant? Si j'ai un petit enfant d'Antoine? Lui, je sais bien qu'il ne reviendra pas. Mais alors, ce petit enfant, il serait orphelin? Il serait orphelin avant d'être né? Ah, a-t-elle dit, si ça lui
le si n'est pas là, sinon ça aurait quand même fait une faute trop importante. Ramu n'est pas quelqu'un qui fait un langage oral par les fautes, il le fait par la simplicité du vocabulaire. A-t-elle dit, ça lui aurait fait pourtant bien plaisir à Antoine. Il y a cette impression d'oralité, mais qui n'est pas dans une manière de parler à la Louis-Ferdinand Céline, par exemple, qui est d'un milieu complètement différent. On parle par la même chose à Paris, ou en banlieue parisienne, et à d'Herborance. A-t-elle dit, ça lui aurait fait pourtant bien plaisir à Antoine. Je lui aurais dit le secret à l'oreille. Eh bien, je ne lui dirai rien. Il ne saura jamais rien, jamais. C'est drôle. Tout à coup, elle a crié. Eh bien, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Un enfant qui n'aurait pas de père, est-ce que c'est encore un enfant? Ah, ôtez-le-moi, disait-elle, ôtez-le-moi, ôtez-le-moi. Et c'est ainsi que se termine la première partie d'Herborance. On est à peu près à la moitié du livre, avec ce moment terrible où la mère, qui se réjouissait d'avoir un enfant qui venait de se marier, et cet enfant est donc tout à fait désiré, eh bien, désire ne plus avoir cet enfant sans père. Et on va entrer dans la deuxième partie, où sans doute on saura si tout le monde est mort ou s'il y a des survivants, et surtout si Antoine est encore vivant ou pas. Mais refermons-la pour l'instant d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramur. Ramur, c'est joli mais c'est pas tout à fait ça. Charles-Ferdinand Ramu. Au revoir et à bientôt.